Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 87, à l'occasion du 30e anniversaire de PWL Capital, nous discuterons de l'histoire de PWL avec James, l'un de ses cofondateurs. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à toi François, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc James, aujourd'hui on va parler de l'histoire de PWL Capital qui fête son 30e anniversaire. On a pensé que la meilleure façon d'aborder ce sujet était de le faire sous forme de questions-réponses où je te poserai à toi, qui est un des fondateurs, des questions sur l'histoire de PWL. Donc, la compagnie a été fondée en 1996. C'était quoi la vision de la compagnie à cette époque-là, James? Alors, François, on a ouvert nos portes en janvier 1996 avec 7 employés, y compris les associés fondateurs. Au fait, on a travaillé sur le plan d'affaires à partir du mois d'août 1995. Donc, on avait pour ambition, vraiment, François, de proposer une nouvelle offre de valeur qui, selon nous, pourrait transformer le secteur de la gestion de patrimoine au Canada. On avait pour objectif de créer un nouveau type de compagnie de gestion de patrimoine sans conflit d'intérêts et entièrement axé sur les intérêts et les objectifs de nos clients. Pour offrir cette proposition de valeur aux clients, PWL proposerait une gestion de patrimoine à honoraires sans commission ni produits maison. On voulait également réunir la gestion de patrimoine et la planification financière en créant un véritable guichet unique conçu pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Puis c'est vraiment là, François, quant à moi, la grande innovation. Combiner les deux, personne au Canada ne le faisait, mais c'était la voie de l'avenir. Les gestionnaires de patrimoine de pointe aux États-Unis s'étaient déjà engagés dans cette direction. Fait on pouvait suivre leur exemple. Fait au cœur de cette vision se trouvait l'idée que les clients méritaient mieux. Sans conflit d'intérêt, on a pu s'asseoir du même côté de la table que nos clients. James, à l'époque, ces idées étaient loin d'être la norme. D'après ce que je comprends, la grande majorité des gestionnaires de patrimoine étaient rémunérés par commission. Peux-tu développer sur ce point pour nos auditeurs? Oui, François, à l'époque, les gestionnaires de patrimoine se concentraient sur la vente de produits assortis de commissions et leur motivation était souvent en décalage avec celle des clients. Par conséquent, la planification financière et une allocation d'actifs judicieuses n'étaient vraiment souvent que des paroles en l'air. Même si on estimait que la grande révolution résidait dans la gestion de patrimoine intégré, la notion de rémunération à base d'honoraires à cette époque-là vraiment était perçue dans l'industrie comme la véritable innovation. Oui, c'est une vision qui est très idéaliste, n'est-ce pas, James? Tout à fait, François. Mes associés, Laurent Vermalinger et Anthony Layton, les W et L de PWL, et moi, on estimait que les investisseurs méritaient mieux. On voulait donner la priorité aux objectifs de nos clients. Notre approche d'investissement serait fondée sur les besoins de nos clients et sur une stratégie d'investissement disciplinée à long terme. On croyait que PWL devait s'engager à adopter les normes de pratique les plus élevées. Et je crois, James, que ça s'est traduit dans la manière dont vous avez communiqué les performances des portefeuilles à vos clients. Tout à fait, François. C'était un élément essentiel de l'histoire de PWL. On s'était engagé à fournir régulièrement des rapports de performance à nos clients en utilisant les normes des régimes de retraite. En fait, on avait adopté les normes de the Association for Investment Management and Research
basé aux États-Unis. Donc, c'est un acronyme AIMR, mais qui s'appelle maintenant l'Institut CFA. Produire des rapports de performance pour les investisseurs de détail, c'était pratiquement inexistant dans le secteur de la gestion de patrimoine au Canada à l'époque. Parce que, comme tu sais, François, c'est seulement qu'environ 20 ans plus tard que la réglementation du secteur a finalement imposé une forme de rapport de performance qu'on devait livrer aux clients. Mm-hmm. Donc, PWL avait vraiment une longueur d'avance sur le secteur. Les clients pouvaient facilement voir à ce moment-là comment se portait leur investissement. Mais James s'engageait à respecter les normes de rapport de performance des régimes de retraite. Était aussi une arme à deux tranchants. Comment ça s'est passé? Mais François, on était convaincus que les investisseurs seraient réceptifs à une telle approche novatrice. Il s'est avéré qu'on avait raison. Au PWL s'est rapidement retrouvé avec 7 millions de dollars sous gestion peu après son démarrage. Notre approche pionnière a été validée dans le temps. Ça ne voulait pas dire que tout allait être très facile. Malgré notre succès, les premières années ont été difficiles. Après avoir payé le loyer, les salaires, il ne nous restait pas assez pour nous rémunérer en tant qu'associés pendant plusieurs années. Alors, PWL a connu une croissance rapide, mais avec ça, les coûts liés à l'exploitation ont suivi. On avait besoin de locaux plus spacieux, on a dû embaucher davantage de personnel, on savait qu'on devait investir dans notre entreprise, mais les retombées n'étaient pas immédiates. Je crois, François, il était essentiel de souligner qu'on savait qu'on devait développer une culture d'entreprise pour assurer le développement de notre plan de croissance à long terme. Ouais, au bout de 4 ans, PWL avait atteint le cap des 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. PWL a fait ses premiers pas vers l'expansion en 1997 avec l'ouverture d'un bureau à Ottawa, puis d'un autre à Toronto en 2003. Pour ma part, là, j'ai joint PWL en 2001, donc j'ai pu constater par moi-même l'énorme effort que tout ça a demandé. Tu te souviens sûrement, François, qu'à cette époque-là, j'ai travaillé sans relâche, en fait, pendant les 7 premières années. Et puis, lorsque je voyageais pour assister à des conférences de l'industrie, soit au Canada ou aux États-Unis, je considérais ces voyages comme mes vacances. Oui, effectivement. James, puis grâce à notre expérience avec les clients, on sait que le rôle d'un fondateur, d'un entrepreneur est un peu comme celui d'un gardien de famille. Peux-tu expliquer ce que ça signifie pour toi? Oui, mais c'est une traduction gardien de famille du terme en anglais « family steward ». Puis, pour nous, les entrepreneurs, les employés, c'est essentiel, ça fait partie de la famille. Fait qu'en tant que leader de l'entreprise, vraiment, on se sent responsable pour leur épanouissement professionnel. Et sur ce point, on est très fiers de voir combien d'entre eux ont pu bâtir une carrière enrichissante en plus de fonder des familles et acheter des maisons. C'est vraiment une réussite dont on est fiers. Ouais. James, les marchés, dans tout ça, ont apporté leur lot de défis. L'effondrement de la bulle Internet de 2000 à 2002 a entraîné une baisse des actifs sous gestion. Mais on a également tiré des leçons de cette expérience. On a constaté pendant cette crise que les gestionnaires actifs n'avaient pas réussi à se performer, ce qui a tracé, pour moi, une nouvelle voie pour PWL. Eh bien, François, comme tu le sais, les gestionnaires actifs n'avaient pas tenu une promesse fondamentale lorsque la bulle technologique a éclaté. Ils n'ont pas réussi à protéger les investisseurs contre cette grosse baisse des marchés. Cette révélation nous a amené à revoir notre philosophie de placement. En se basant sur la recherche académique, on a pu évoluer vers les stratégies qui fonctionnaient mieux sur le long terme. Fait que, je soulignerais la lecture du célèbre article de l'économiste William Sharpe, « The Arithmetic of Active Management » ou en français, « L'arithmétique de la gestion active », vraiment fait l'état et démontre clairement sur 3 pages que l'investissement passif est la meilleure stratégie pour nos clients sur le long terme. C'est cet article combiné avec la recherche académique qui nous a poussé à adopter notre philosophie de gestion passive. Et parfois, James, la chance nous sourit dans la vie parce qu'à ce moment-là, l'industrie financière lançait à grande échelle ce qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Donc, c'était vraiment... le timing était parfait.
Tout à fait, François. Ces nouveaux FNB étaient révolutionnaires. On avait maintenant accès à des fonds à frais réduits, gérés de manière passive, qui reproduisaient la composition de divers indices boursiers. L'objectif était d'investir en achetant l'ensemble du marché boursier par le biais de ces FNB indiciels, comme en exemple l'indice composé S&P/TSX pour le marché des actions canadiennes. Puis grâce au développement de ces FNB, on avait maintenant accès à des outils d'investissement pour mettre en place pour nos clients des portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale. Ces FNB étaient aussi, je dois souligner, très efficaces sur le plan fiscal. Ouais. Si les FNB sont aujourd'hui bien connus, peu d'investisseurs en avaient entendu parler à l'époque, puis il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi on les aimait. C'est tout à fait vrai, François. Je me rappelle, beaucoup avaient l'impression qu'investir de manière passive revenait à ne rien faire. Ces gens-là pensaient que c'était comme abandonner son rôle de gestionnaire. D'un point de vue de marketing, faut accepter que vendre l'idée de l'investissement, entre guillemets, passif avec les FNB, ça revenait un peu à participer à la course du 5000 mètres aux Jeux olympiques avec un poids attaché à la cheville. Nos concurrents affirmaient qu'on ne faisait rien de plus qu'acheter l'ensemble du marché. Fait que, le stock picking, c'est là qu'on ajoute la valeur. C'était leur mantra. Oui, mais en même temps, les recherches académiques montraient que le stock picking et le market timing, ça ne fonctionnait pas. C'était pas un moyen fiable de capturer pleinement les rendements du marché. Alors, François, de là, on a eu l'idée audacieuse d'adopter notre nouvelle philosophie de placement, vraiment basée sur le fait qu'on croit que les marchés financiers fonctionnent. Notre objectif serait de générer les rendements espérés que les marchés ont à offrir aux investisseurs. Mais les clients et les prospects étaient sceptiques. Hein? On sait que le mantra du secteur des services financiers était à l'époque, et je pense que ça l'est toujours, oui. Ancré dans l'esprit des gens, nous pouvons prévoir l'avenir. Mm-hmm. Mais comme on le dit souvent dans le podcast, James, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais une fois de plus, un coup de chance doit aider à passer à un niveau supérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement fondé sur des données probantes. Effectivement, François. Et par la suite, on a poussé encore plus loin. Notre associé Cameron Passmer à Ottawa avait pris contact avec Larry Swedroe, auteur et expert du placement basé aux États-Unis. Je rappelle à nos auditeurs que nous citons souvent Larry dans notre podcast. Larry nous a recommandé de contacter Dimensional Fund Advisors pour en savoir plus sur les produits qu'il développait aux États-Unis. Et ces produits-là, basés sur la science de l'investissement, la recherche académique, étaient conçus pour capter les rendements basés sur les facteurs. Alors ça, c'est du jargon. On en a souvent parlé dans nos podcasts antérieurs. Fait que ces discussions avec Dimensional ont abouti au lancement des fonds Dimensional au Canada en 2003. Et nous étions, la firme PWL Capital, les principaux investisseurs pour nos clients. J'ajouterais à ça, François, que Dimensional a vraiment joué un rôle crucial en nous aidant à raffiner notre philosophie d'investissement passif et surtout à élaborer le message permettant de communiquer cette nouvelle proposition de valeur. En plus de ça, je pense qu'il est juste de dire que Dimensional est devenu, et il est encore, un partenaire stratégique clé qui nous a aidés à développer notre entreprise en nous appuyant sur les meilleures pratiques mondialement reconnues dans le secteur. Oui, j'ajouterais, James, qu'on travaille avec Dimensional depuis 2003 et qu'ils ont su exceller toutes ces années dans l'identification et l'implantation des résultats de la recherche académique dans les produits qui entrent dans les portefeuilles de nos clients. La rigueur là, dont fait preuve Dimensional dans la gestion des portefeuilles est également essentielle, je dirais, dans notre approche d'acheter, conserver et rééquilibrer, ou en anglais, là, on dit buy, hold and rebalance. Ouais, mais ça, François, moi, je pense qu'on peut affirmer qu'acheter, conserver et rééquilibrer est au cœur de notre réussite et de la performance à long terme des portefeuilles de nos clients. Nos auditeurs réguliers le savent, cette approche s'appuie sur des recherches académiques qui démontrent le bien fondé de la diversification entre les classes d'actifs et les divers pays.
Ouais. Comme on le dit souvent, détenir un portefeuille bien diversifié d'actions et d'obligations réduit le risque et augmente les rendements. Bon, notre approche, François, continue d'investir de manière diversifiée à l'échelle mondiale et ce, indépendamment des fluctuations à court terme des marchés. De cette façon, on se donne les meilleures chances de capter les rendements de l'ensemble du marché sur le long terme. Ouais. Puis la décision stratégique, je devrais dire, prise par BWL après l'éclatement de la bulle technologique a été validée à maintes reprises par de nouvelles recherches académiques au fil des ans. Dans nos derniers podcasts, on a souligné quelquefois qu'une recherche a révélé que seulement 4% des actions représentaient la totalité de la création de la richesse sur le marché boursier américain. Ça, c'est au-delà d'un investissement sans risque dans les bons du Trésor. Puis la période, c'est de 1926 à 2023. La majorité des actions, c'est-à-dire 51,6% pour être exact, ont en réalité affiché des rendements composés négatifs. En d'autres termes, un peu plus de la moitié des actions ont perdu de la valeur au cours de leur durée de vie. Et comme tu sais, François, cette recherche démontre que personne ne pouvait savoir à l'avance quelle compagnie ferait partie des 4%. Et c'est pour ça que les gestionnaires actifs, ils battent pas les indices. En possédant l'ensemble du marché, on se donne le meilleur moyen de s'assurer de les capter. La résultante, pour nos clients, sera une meilleure expérience d'investissement à long terme. Effectivement, James, puis selon les recherches de Raymond Carzero, qui est chercheur senior chez PWL Capital, $1 investi dans un portefeuille d'actions internationales diversifié en 1970 aurait atteint plus de $16. Ça, c'est après inflation en 2024. C'est énorme. Un rendement de 16 pour 1, François. Après inflation. Après inflation, je pense qu'il est également juste de dire que ces rendements exceptionnels viennent avec un bémol, la volatilité. Puis ça, c'est le prix à payer pour réussir en matière d'investissement. Comme l'a constaté Raymond dans son papier l'année dernière, la période depuis 1970 a connu 6 marchés baissiers, c'est-à-dire des baisses réelles de plus de 20%. Et je le cite, « Les investisseurs devraient conserver leur portefeuille et considérer les marchés baissiers comme une composante normale de l'investissement. » Donc, ce qu'il dit, François, puis je le cite encore, ces périodes constituent le prix d'entrée pour rejoindre le club des investisseurs à long terme qui réussissent. Effectivement. Puis, comme on le dit souvent, James, la volatilité des marchés, ce n'est pas un bug du système, c'est normal. De plus, les recherches confirment toujours que la gestion active sous-performe la gestion passive. Encore une fois, en 2025, le rapport annuel Spiva a révélé que pas moins de 89% des fonds multicapitalisation gérés activement avaient sous-performé l'indice S&P Composite 500 au cours des 20 dernières années. Effectivement, François, et comme je l'ai dit plus tôt, les données à long terme montrent que seule une petite partie des actions, soit 4%, tend à générer la majeure partie de la création de la richesse du marché boursier. Et comme tu sais aussi, François, c'est impossible de savoir à l'avance quelles compagnies seront les gagnantes. Fait que, encore une fois, nous, on aime ça, citer les dictons de Warren Buffett dans notre podcast. Et j'en ai un bon, et je le cite ici. « Il est plus difficile que tu ne le penses de prédire quelles compagnies seront les gagnantes et les perdantes. Et ceux qui vous disent qu'ils connaissent la réponse sont généralement soit des délirants, soit des charlatans. » James, PWL fait plus que de la gestion de portefeuille. On a un objectif qui est plus large, qu'il s'agisse de répondre aux besoins financiers d'un client, de faire des dons à des œuvres caritatives ou à des projets communautaires ou de laisser un héritage à la génération suivante. Donc, James, au-delà de la gestion de portefeuille, en quoi PWL Capital se distingue-t-elle dans le secteur? François, je pense que c'est l'un des principaux avantages concurrentiels de PWL, des conseillers compétents capables d'offrir une véritable gestion de patrimoine intégrée. Notre première étape consiste à nous asseoir avec le client pour comprendre ses objectifs, ses ressources et sa tolérance au risque. On passe en revue tous les aspects de la planification fiscale et successorale, aux besoins en assurance et aux objectifs financiers. À partir de ces informations, on est en mesure d'élaborer un plan intégré incluant tous les conseils nécessaires en matière de fiscalité, de succession et d'assurance. Bon, ce processus, on le sait, il nous permet d'élaborer un plan d'investissement adapté aux objectifs de vie de nos clients. Et
La stratégie comprend la définition d'une allocation entre les actions et les obligations afin de leur offrir un portefeuille qui permettra à nos clients de mieux dormir sur leurs deux oreilles lors des inévitables corrections boursières. James, comme tu sais, cette proposition de valeur est facile à promettre, mais est quand même difficile à livrer. Il faut une culture d'entreprise qui la soutient. La vision initiale que tu avais avec tes associés était que les clients méritaient mieux. Comment évaluerais-tu les résultats de la compagnie sur ce point maintenant, après 30 ans? Mais François, je pense que on a réussi à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours accordé une grande importance à l'éducation. Puis ça signifie concrètement que nous, les conseillers, on doit jouer le rôle de coach auprès de nos clients en matière d'investissement. Et pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils limitent les erreurs liées au comportement qui vont nuire à leur rendement à long terme. Fait on a constaté au fil des ans que lorsque les clients comprennent véritablement leur intérêt, en fait, à long terme de gérer leurs émotions et de maintenir le cap, bien, ils sont en mesure d'avoir des meilleurs rendements et effectivement capter les rendements que les marchés offrent. Ça, c'est un aspect essentiel au travail d'un conseiller chez PWL. Aider des clients à avoir confiance en leur stratégie et à faire preuve de la discipline nécessaire pour maintenir ce cap malgré la volatilité des marchés, tout en faisant abstraction au bruit du moment. Oui, cette approche éducative est au cœur de la culture de PWL. Elle est également démontrée par des données factuelles d'une étude menée par la compagnie d'investissement Vanguard. Cette étude a révélé que les conseillers qui appliquent les meilleures pratiques en matière de gestion de portefeuille peuvent générer jusqu'à 3 % ou plus de rendement annuel net pour leurs clients. Et cette valeur ajoutée, là, elle s'accumule de manière significative sur plusieurs années. Tout à fait, François, c'est énorme. Fait que cette étude de Vanguard a révélé que la contribution la plus importante d'un conseiller réside dans l'accompagnement des investisseurs. Donc, lors des fluctuations du marché, la peur et où l'euphorie peuvent pousser les investisseurs à prendre des décisions irréfléchies qui compromettent leur plan. Fait que, comme j'ai dit tantôt dans le podcast, notre culture PWL consiste à former des conseillers compétents capables d'aider les clients à rester sereins lorsque les marchés baissent et à éviter l'excès de confiance lorsqu'ils montent. Grâce à notre expérience de plus de 20 ans avec des portefeuilles passifs, on peut démontrer les avantages à long terme de maintenir le cap. Et comme je disais tantôt, je pense que PWL a livré la marchandise pour leurs clients. Oui, tout à fait. Puis notre approche a trouvé, je pense, un écho très favorable auprès des investisseurs. PWL a connu une croissance rapide. En 2007, donc une dizaine d'années après la fondation, on gérait 600 millions de dollars d'actifs, soit près du double du montant de 2003. Puis la crise financière 2007-2009 a éclaté, ce qui a un impact important tant sur les investisseurs que sur la compagnie. Les actifs à ce moment ont chuté à 460 millions de dollars. Mais James, peux-tu m'expliquer maintenant comment est-ce que vous avez composé avec cette situation de la crise financière? Oui, la crise financière 2007, 2008, 2009, c'est une période vraiment difficile pour l'industrie des services financiers et les gestionnaires comme nous. On s'est tout simplement serré la ceinture, François. On a réduit nos rémunérations personnelles. On ne voulait pas licencier aucun membre de notre équipe. Nos employés, vraiment, c'est des actifs inestimables pour nous. Sans notre personnel, notre capacité à servir nos clients serait impossible. Fait qu'on est vraiment fiers d'avoir pu éviter ces licenciements et de traverser cette période difficile. D'une certaine manière, je pense qu'on peut dire qu'on mettait notre philosophie d'investissement en pratique. On restait concentré sur le long terme pour naviguer cette volatilité des marchés et on le faisait avec discipline. Fait on savait que les marchés allaient se redresser et que nos bases solides nous plaçaient en bonne position pour affronter l'avenir parce qu'on était investi avec des portefeuilles très diversifiés. On savait qu'ils reprendraient leur valeur et se remettraient à croître. Oui. En période de crise financière, les gestionnaires de portefeuille ont tendance à passer plus de temps que d'habitude à discuter des marchés avec leurs clients.
On doit leur expliquer la logique derrière la gestion de leur portefeuille, les rassurer sur les avantages de s'en tenir à leur stratégie à long terme. Alors, James, c'est quoi l'approche chez PWL en ce sens? Mais François, c'est une bonne question que tu poses parce que grâce à l'importance qu'on accorde dans la firme à l'éducation de nos clients, ceux qui sont avec nous depuis longue date, au fil des années, ont appris à faire abstraction du bruit généré à court terme par la volatilité des marchés. Mais c'est vraiment les nouveaux clients, avec eux, on doit passer beaucoup de temps pour évidemment faire ce coaching, comme tu sais bien, François. Fait que, on sait que c'est vraiment lorsque les marchés sont très volatiles que les clients découvrent leur véritable tolérance au risque. Sur ce plan, la compagnie a évolué sa mission éducative après la crise financière mondiale de 2008-2009. Certains conseillers chez PWL ont développé du contenu disponible au grand public et effectivement, ils étaient très visionnaires. Ils ont constaté un besoin évident de partager notre réflexion sur l'investissement fondé sur des données probantes. Fait que, face à un déluge, effectivement, à l'époque, de mauvais conseils de prévision peu fiables de la part des supposés experts. Ouais, ben pour moi, James, ce moment-là, c'est un autre exemple de la façon dont PWL, grâce à sa culture unique, a fait preuve, je pense, de leadership dans le secteur. Oui, François, au début des années 2010, nos collègues gestionnaires de portefeuille à Toronto, Justin Bender et Dan Bortolotti, ont commencé à rédiger des blogs destinés aux investisseurs. Ils ont ensuite été rejoints par Cameron Passmore et Ben Felix avec le podcast Rational Reminder. Le podcast Rational Reminder est devenu l'une des plateformes d'éducation financière les plus reconnues au Canada et même à l'échelle internationale. Ben Felix publie également des vidéos sur une chaîne YouTube qui est très suivie. Mm-hmm. Puis pour notre part, on s'est joint, comme nos auditeurs le savent peut-être, à la parade un peu plus tard avec notre podcast et notre blog Sujet Capital en français et Capital Topics en anglais qu'on a lancé pendant la pandémie. Le contenu en ligne de PWL a touché maintenant des millions de Canadiens puis a positionné PWL comme un leader du secteur et a aidé des milliers d'investisseurs à naviguer les complexités de l'investissement ainsi que les turbulences du marché. Il y a de nombreux membres de l'équipe PWL qui ont choisi de faire carrière chez nous après avoir lu et suivi le contenu qui est publié en ligne. François, j'ajouterais que notre contenu en ligne, accessible au public, puis on est fiers de ça, reflète bien les conseils qu'on offre à nos clients. Oui, tout à fait. Puis on est fiers de nos efforts pour aider les investisseurs à maintenir le cap et à conserver une discipline d'investissement à long terme. François, je pense que j'aimerais partager avec nos auditeurs que je pourrais être plus satisfait ni plus reconnaissant que lorsque les clients nous disent qu'ils apprécient la différence PWL. Nos résultats en sont la preuve. En 2014, nous avons atteint notre premier milliard de dollars d'actifs sous gestion. Par après, les actifs sous gestion ont atteint 2,5 milliards de dollars en 2017 et ensuite 5,5 milliards de dollars en 2025. Donc, cette année-là, le Globe and Mail a rapporté que PWL était l'une des compagnies de gestion de patrimoine connaissant la croissance la plus rapide au Canada. La croissance avait atteint en moyenne 17% par an au cours de la dernière décennie contre une moyenne du secteur inférieure à 10%. Oui, James, puis il est également satisfaisant de voir le secteur de l'investissement adopter une approche similaire à la nôtre. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des promesses dans leur site web et leurs brochures sur la gestion intégrée. Pour nous, la firme en 2025, c'est une année charnière. On a franchi une étape importante en concluant un partenariat avec la firme de services financiers One Digital, une compagnie basée à Atlanta, aux États-Unis. En vertu de cet accord, PWL Capital conserve son autonomie tout en bénéficiant de ressources destinées à accélérer notre croissance. Ensemble, nous créons une entreprise dotée d'une portée plus large,
au Canada avec une équipe d'experts plus approfondie et d'une plateforme plus étendue. Et tout ça en restant fidèle aux principes qui ont fait notre succès depuis la fondation de la firme. Dans le cadre de cette évolution, on a changé de nom en février pour devenir PWL Capital, une compagnie One Digital. Les actifs sous gestion s'élèvent aujourd'hui à plus de 8 milliards de dollars. Wow. Maintenant, James, est-ce que tu peux nous résumer les principales leçons que tu as tirées au cours des 30 dernières années? Oui, François, j'en ai 4 en fait. Premièrement, je conseille à nos auditeurs de jouer la carte du long terme. Il existe un dicton célèbre qui dit « Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en 1 an et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en 10 ans. » Deuxièmement, pour moi en tant que conseiller, j'ai le choix quand je me lève le matin. Je peux être un conseiller ou je peux être un simple facilitateur. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est de rester engagé dans la formation et l'apprentissage contenu. La gestion de patrimoine intégré est difficile à mettre en œuvre, mais c'est véritablement la proposition de valeur que méritent les clients. Ils veulent un conseiller. Mm-hmm. Troisièmement, la discipline acheter, conserver et rééquilibrer fonctionne vraiment. Mais il faut comprendre cette approche sur 10, 20, 30 années ou plus. Donc, les produits utilisés dans les portefeuilles doivent s'aligner sur cette vision. Le trading actif ajoute rarement de la valeur et est également très inefficace sur le plan fiscal. Puis finalement, François, je partagerais que ce que j'ai appris, c'est ne jamais parier contre l'ingéniosité humaine. Lorsque les marchés deviennent effrayants, si vous êtes largement diversifié, éventuellement, vous vous remettrez des fortes baisses du marché. Oui. Maintenant, alors qu'on célèbre le 30e anniversaire de PWL Capital en 2026, je peux dire, James, que je suis incroyablement fier d'avoir participé à l'histoire de PWL au cours des 25 dernières années, comme on l'a dit plus tôt. Je crois sincèrement aux valeurs et à la mission de l'entreprise. On a prouvé qu'en offrant des conseils financiers rigoureux et fondés sur des données probantes, que les clients peuvent faire confiance à leur plan d'investissement qu'on a élaboré pour eux et avec eux. François, on est passé d'un cabinet de conseil boutique en plein essor à l'une des principales compagnies de gestion de patrimoine fondées sur des données probantes au Canada. Je suis très reconnaissant envers mes partenaires de longue date et aux nouveaux partenaires One Digital. Je suis également très reconnaissant envers notre équipe extrêmement talentueuse et envers la confiance de nos clients qui continuent de croire en nous et qui ont contribué à alimenter notre croissance remarquable. Un grand merci à toi, François, mon partenaire, pour tes formidables contributions et pour partager notre vision. Donc, finalement, je dirais, François, que je suis impatient de découvrir les nouveaux chapitres de PWL et ce qu'on accomplira par la suite. Excellent. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, merci, James, d'avoir partagé ta vision et l'historique de PWL aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Sur ce, c'est tout pour ce 87e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 17 juin. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci et à bientôt.